C'est parti? C'est parti. Salut Maxime, Salut Gaël. je suis ravi de t'accueillir sur À vous les studios et en Bretagne, au studio Podcast Mania à Lannion. Tu as fait le déplacement cet été 2025, alors que ça fait 18 mois qu'on travaille ensemble, qu'on Eh oui. collabore, qu'on est, je crois, une sacrée équipe. Mmh. On va pouvoir évidemment approfondir la partie sacrée équipe, mais d'abord le déplacement, valait le coup, très largement, rentabilisé de par, les bons échanges qu'on a eus et l'enregistrement. Très content aussi de voir dans quel cadre, tu travailles et toi aussi ta progression en tant que studio et podcast manager et on travaille quasiment tout le temps à distance. C'est quand même sympa, 1 ou 2 fois dans l'année, de réussir à se retrouver et de collaborer en présentiel. Exactement. Alors c'est vraiment, très particulier parce que donc ça fait un petit moment quand même qu'on collabore, donc on se connaît très bien. Mmh, La première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'avais quand même invité au buffet de ton c'est mariage. ça. C'est quand même hilarant cette C'était anecdote. la première fois qu'on se voyait. La première fois qu'on s'est vus, heu, plein de gens qui m'ont dit: «Mais c'est qui le monsieur là au brunch? On l'a pas vu, la veille, il fait la queue là pour aller des crêpes pour aller commander des crêpes», évidemment des crêpes bretonnes, heu, «Tu le connais?» Je dis: «Ouais, c'est mon podcast manager» et moi j'ai l'impression de te connaître par cœur parce qu'on avait bossé ensemble toute l'année, mais c'est vrai qu'on ne s'était jamais vus, donc c'était assez drôle et je pense que c'est un marqueur fort aussi de notre partenariat. On va approfondir tout ça. Heu, pour, hem, pour cet épisode en particulier, j'ai envie de te présenter. OK. Donc Alors tu me connais Max quasiment mieux que mon épouse, donc je suis pas inquiet, tu peux y aller. quand même, je n'irai pas jusque-là. Maxime Blo, expert de l'excellence de service, de l'hospitalité, de l'hôtellerie. Tu es MOF, Mmh mh. en catégorie, réception, 2023. Mmh. Tu as un podcast homonyme ou éponyme, je ne sais jamais comment dire, de ton activité, ton écosystème entrepreneurial Hospitality Insiders et on va explorer, l'adéquation, je trouve, l'une des adéquations parfaites entre un média et une activité en tant qu'indépendant, solopreneur, comme diraient certains. Heu, Avant tout ça et tu es, évidemment basé à Bordeaux, Et je suis basé à Bordeaux, tout à fait. c'est important. Mmh, d'où le déplacement, un peu long pour venir jusqu'à chez toi. On reste sur la façade ouest. Oui. Hem, Est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire déjà quelle sensation ça fait après, 5 années de production et de mise en place de beaucoup, beaucoup de choses pour ton média? Qu'est-ce que ça fait d'avoir un média positionné au centre de son activité? Je le réfléchis pas comme ça, tous les jours. Qu'est-ce que ça fait? Par contre, ce que je mesure, c'est la progression qui a été faite depuis 2021 et si tu veux, je te referai la genèse, mais l'évolution en 4 ans à peine, d'un podcast qui était un hobby un peu pour m'occuper en période de Covid, à aujourd'hui un podcast qui est, le premier dans sa catégorie, qui est donc la partie hôtellerie en francophonie, et comme tu dis, qui est au milieu de plein de choses, où au début c'était un outil de communication, et maintenant c'est devenu un vrai business model à part, une brique on va dire dans toute ma construction. Donc je suis très content de ça. Disons que si j'avais dû faire un pari ou que j'avais dû imaginer un futur idéal pour mon podcast il y a 4 ans, je n'aurais pas du tout imaginé ça. Je voyais pas du tout le potentiel et il y a, on va dire les dommages directs, enfin de l'impact direct et il y a les impacts collatéraux invisibles, extrêmement positifs évidemment, mais qui par définition sont invisibles, mais que m'a amené le podcast et ça c'est absolument énorme. Qu'est-ce qui est invisible? Le côté réputation, le côté notoriété que peut apporter le podcast, le fait d'être dans la tête des gens, Mmh. on s'en rend pas compte. Par contre, Top of en mind. fait, top of mind, exactement. En revanche, quand je vais dans des salons, hôteliers évidemment, ou, spécialisés dans mon univers, je vois les gens qui me regardent en me disant: «Ah, je le connais» ou quand je parle: «Ah tiens, je l'ai déjà entendu» ou des personnes qui viennent me voir comme si j'étais un vieux copain. Mmh. D'ailleurs, j'ai de plus en plus de moments gênants comme ça où, on vient me voir: «Ah salut, tu vas bien?» Et poliment, je demande, «Tu peux me rappeler d'où est-ce qu'on se connaît?» «Ah mais en fait, on se connaît pas, On ne s'est mais je jamais vu. t'écoute chaque semaine».
Donc tout ça, c'est un peu, l'impact invisible dans le sens qu'il y a pas de ROI là-dessus. Par contre, tu remarques, dans, ces événements, dans ces échanges ou quand je parle avec des hôteliers qui est mon environnement tous les jours, qui me disent, «Tiens, j'ai parlé avec un tel, il te connaît». «Ah bon?» Mais je vérifie son profil sur LinkedIn, «Non, mais je le connais pas». «Ah non, non, mais il te connaît, parce qu'il écoute ton contenu». Et donc voilà, tu as tout ce tissu-là, cette sorte de toile, invisible à nouveau qui a un effet décuplé. Je pense que rien que pour ça, lancer mon podcast valait la peine. Mmh. Mais j'aurais jamais été capable d'imaginer tout ce que ça pouvait créer. Et l'autre chose, alors ça pour le coup c'est beaucoup plus visible, c'est tout le ce que le les assets, hein, l'actif multimédia qui crée, qui est absolument intemporel, qui était très peu forcément en 2021 quand je me suis, lancé, qui aujourd'hui après 4 ans, en fait, c'est absolument énorme. Et même si c'est pas mon idée, si demain un concurrent se lançait, admettons, il pourrait probablement jamais rattraper 5 années de production, à moins que moi je m'arrête ou que lui se mette à produire, 8 épisodes par semaine. Dans tous les cas, même si j'avais un concurrent, ça m'inquiéterait pas du tout, mais c'est pour dire Mmh. à quel point ça, en fait, c'est absolument énorme et ce sera jamais remplacé, en fait, c'est irremplaçable. Est-ce que, tu peux nous expliquer, si on fait un petit zoom sur en 5 minutes, comment est organisé, à l'époque du lancement, Mmh. comment est organisée ton activité? Donc au début, entre activité et podcast, Bien sûr, les débuts oui. des 2. Alors, il faut se remettre dans le contexte où en 2020, quand la covid frappe, moi je suis hôtelier, hein, je suis chef de réception dans un 5 étoiles à Paris. Je me retrouve confiné comme beaucoup, un hôtel fermé et l'hôtel ferme à la base pour 2 mois, puis 4, puis 6 et on n'a aucune nouvelle, ça dure 1 an et demi. Un peu pour m'occuper et parce que j'avais une fibre entrepreneuriale inconnue à ce moment-là, je commence à, me former, à creuser plein de sujets, à me dire: «Tiens, heu, il y a d'autres choses que l'hôtellerie, il y a un autre monde que l'hôtellerie-restauration qui existe», puisque moi depuis l'âge de 14 ans, je fais que ça. Et je mets une 20 ans de carrière. c'est ouais, quelque part oui, j'ai passé plus de temps dans l'hôtellerie qu'à faire autre chose de ma vie. Et je découvre l'entrepreneuriat, je connaissais le mot mais je savais pas quoi mettre derrière. J'apprends notamment à travers du podcast et je me dis: «Attends, c'est quand même fou, il y a pas de podcast sur l'hôtellerie-restauration». Or moi, quand j'avais 15 ans et que j'étais en école hôtelière, qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir échanger avec des professionnels, des dirigeants qui étaient déjà évidemment inaccessibles et en Mmh. plus à cette époque, il y avait pas LinkedIn, il y a pas de réseaux sociaux, donc à moins de leur écrire une lettre ou un email et c'était dur à trouver, peu de chances de les toucher et si tu les touches, encore faudrait-il qu'ils te répondent. Donc là, je me dis: «Je vais p créer ce média» et je crée le podcast un peu pour m'occuper et pour aller mettre des contenus dans les oreilles des jeunes et moins jeunes, éducationnels, pour leur montrer ce que c'est que l'hôtellerie. Déjà, cette époque-là, mon idée est assez claire, un peu la mission, de mon entreprise, qui est aussi d'améliorer l'attractivité de nos métiers, puisque quand tu les mets en valeur, forcément, ça améliore l'attractivité et montrer qu'en fait nos métiers, ils ont plein de qualités et je sais que, dans mon réseau, j'ai plein de personnes que je vais pouvoir interviewer et que ces personnes-là vont m'amener à d'autres. Et donc tu lances le podcast au début, On est en mai vraiment en side 2021. project? Tu n'as tu sais pas que tu vas créer une entreprise Je sais après? pas q je en fait, si je te donne la chronologie, en avril de Pas forcément. 2021, je me rappelle très bien, c'est le 14 avril, c'est facile, c'est à Sainte-Maxime, je crée mon statut d'auto-entrepreneur, en me disant: «Au cas où il y a quelque chose qui tombe, je peux un petit peu travailler». Je vais avoir plus tard dans l'année, en fin d'année, des missions dans des hôtels, avec des organismes de formation qui me disent: «Écoute, toi, tu as peut-être un hôtel qui est fermé, mais il y a beaucoup d'hôtels qui réouvrent actuellement, qui sont pas dans le même cercle Scénario? économique et Oui. scénario que toi Mmh. et donc ils aimeraient beaucoup avoir un formateur comme toi, quelqu'un qui puisse amener de l'expertise terrain à leurs équipes». Je dis: «Génial, j'y vais». Hem et donc ça, c'est le côté business side project Mmh. et de l'autre côté, il y a le podcast. Je réfléchis pas trop en side project et cetera à ce moment-là. Il faut se rappeler que j'ai rien d'autre à faire, Oui, donc j'ai plein et de que temps. tu n'as aucune visibilité. Et j'ai aucune visibilité. Potentiellement et toutes les 3 semaines, l'hôtel nous dit, dans lequel je travaille: «On rouvre le mois prochain» et on rouvre dans 2 mois et c'est tout. On a un email qui tombe une fois OK. tous les 1 mois, 2 mois, puis 3 mois, quoi. Donc tu as un point trimestriel, tu ouvres ta boîte email, tu dis: «Bon, bah, c'est reparti pour 3 mois», tu refermes et tu repars faire autre chose, quoi.
Et moi, c'était pas du tout anxiogène, hein, j'étais très bien installé, en Bretagne dans ma belle famille pour le coup, hem et donc j'ai pu Donc ça, c'est côté business, ça c'est côté les business, premières missions, le statut et en exactement. parallèle, c'est quoi les comment tu produis, comment tu enregistres les 3 premiers épisodes? Le tout premier, donc je me forme, on comprend que j'ai le temps. OK. Donc je me forme, j'écoute du podcast pour me former, je regarde des vidéos YouTube pour me former, je lis des bouquins pour me former et en mode boulimique. Mon épouse qui était pas encore mon épouse à cette époque, me regarde en fin de journée, me dit: «Mais à quoi tu passes tes journées? Tu fais rien». Je lui dis: «Je fais pas rien, heu, j'apprends». Mais évidemment, quand tu es externe, tu te rends pas compte de ce qui se passe. Je prends des formations en ligne, je fais vraiment plein de choses, quoi. Tout ce qui est possible d'absorber, j'absorbe. J'apprends le marketing, j'apprends l'entrepreneuriat, j'apprends le podcast, la communication sur les réseaux sociaux, tous ces sujets-là, heu et je deviens petit à petit expert dans ces domaines-là. Aujourd'hui, je dirais pas que je suis un expert de la production podcast parce que rapidement, je le déléguerai et on en parlera. Mais en tout cas, j'ai appris à produire, donc j'ai téléchargé Audacity. J'ai tout appris sur Audacity, j'ai regardé des heures de tutos. Heu, j'ai, créé un compte, pour diffuser, sur les plateformes, mon podcast et quand je me suis senti prêt, j'ai appelé mon premier invité. J'ai OK. suivi des conseils qui étaient le premier invité, prenez quelqu'un que vous connaissez bien. J'ai pris un, sommelier, avec qui j'avais fait l'ouverture du Peninsula où j'ai travaillé, qui aujourd'hui est MOF sommelier, qui est un bon copain, qui a une très bonne Mmh. diction. Je savais qu'on pourrait rebondir même s'il y avait des problèmes et je me retrouve, donc toujours dans cette année 2021, à enregistrer un jour où je suis chez mes grands-parents. Alors, si j'avais pu filmer à l'époque, dans une chambre, Pour sous un l'acoustique? sous un pauvre toit parce que ça coupait un peu l'acoustique, mais j'avais même pas toutes ces notions, sur une table, métallique, résonnant, avec un micro d'occasion, que j'avais acheté, quelques jours avant, bref, donc artisanal, mais ça fonctionne. Et au moins, c'est do it yourself. Do it yourself, 100. J'apprends donc à monter. Mmh mh. Je crois que je passe, 10 à 15 heures par épisode, au début et je vais faire ça pendant tout 2021, tout 2022, à un rythme ça aussi dès le début, sur des conseils d'autres podcasteurs, j'avais compris qu'il fallait que je prenne un rythme que je pourrais tenir. Régulier. Donc je me base sur régularité, un toutes les 2 semaines et depuis le lancement du podcast, je n'ai jamais arrêté ça, Mmh. jusqu'à même accélérer à partir du moment où toi et moi on a travaillé ensemble. Et ça a été aussi une clé de succès et si on peut la partager à ceux qui nous écoutent, le côté régularité, décider au début en fait un rythme. Si c'est une fois par mois, c'est une fois par mois, mais un Ne rythme que jamais vous lâcher. pourrez tenir et d'enregistrer aussi des épisodes en avance, ce que j'ai moyennement fait, parce que j'ai eu des moments de jus après, hein. J'ai eu des moments un peu durs. Je me suis dit: «Ouf, mon épisode il sort dans 2 jours, j'ai rien». Oui, puis quand le business a aussi en parallèle Et oui, commencé vraiment à décoller, en adéquation ou et oui, en miroir avec, les résultats et le podcast, bah, l'émission, tu te déplaces. Au moment, je sais que dans ton bilan, tu as dit, 83 jours de déplacement. 83 nuitées de déplacement en 2024, ouais, absolument. Bon, c'est sûr que ça prend du temps et on comprend, pourquoi, tu délègues et tu t'organises, différemment. Ouais, complètement et en fait, enfin, j'ai vraiment passé toutes les étapes où au début c'était alors c'est même pas artisanal parce que je crois qu'aujourd'hui c'est encore artisanal, mais c'était embryonnaire et très, comme tu disais, do it yourself, mais à la fois, voilà, sans trop de maîtrise dans ce que je faisais, sans trop de process et puis petit à petit, je suis venu structurer, le podcast parce que déjà j'ai vu que ça plaisait, même si et tu le sais, le podcast, on n'a pas un retour immédiat de l'audience. Des gens qui m'écoutaient, je ne le savais même pas et aujourd'hui, je rencontre encore des gens qui m'écoutent depuis 4 ans et dont je n'ai jamais eu connaissance. Oui. Par contre, ils te tutoient directement Par et contre, ils ils me vont te tutoient. dire que ton podcast a changé leur vie, Ouais. leur école hôtelière ou, leur 1re embauche ou leur, Et qu'ils le partagent à leur ouais, entourage et que ouais. donc ces gens deviennent des ambassadeurs, mais pour moi, ils sont invisibles. Je les connais pas. Ap Donc ça, on comprend, le début. À partir de quand et comment tu prends conscience que tu as passé un cap, soit d'un axe de communication à un axe un peu plus important en termes de médias? Est-ce que c'est quand tu as ton 1er sponsor? J'allais t'en parler du premier sponsor. En fait, j'ai quand même eu beaucoup de chance. C'est que, là-dedans La chance,
On sait Ah, alors comment la chance, elle se crée, il faut aller la chercher, mais quand même, il y a des opportunités que enfin, en tout cas, on n'a pas la maîtrise de toutes les cartes. oui, Et moi, ma chance, c'est que dans les portes que j'ai poussées en parallèle du podcast, quand je me développais sur le côté entrepreneurial, il y avait une porte avec un cabinet de recrutement spécialisé dans l'hôtellerie de luxe, hem, avec qui j'échange et je lui parle de me sponsoriser. Toujours pareil, toutes ces idées, moi, je les tiens d'autres podcasteurs que j'écoute et je oui. comprends qu'à un moment, si je veux tenir, il va me falloir un sponsor. Surtout qu'on est toujours en chômage partiel, l'activité n'a pas redémarré et donc j'ai en fait, à part mon chômage partiel, j'ai pas d'argent qui rentre. Donc ça me suffit pour, vivre et survivre, mais ça me suffit pas du tout pour me développer et cette, 1re, sponsor, donc ce cabinet de recrutement qui est incarné par une femme, me propose de me sponsoriser pour un montant, qui enfin aujourd'hui me semble ridicule, mais à l'époque me paraissait très bien. Mais surtout, dans le deal, elle me dit: «Moi, ce que je te mets à disposition, c'est un invité de mon réseau par mois» et là, je pense qu'elle m'a fait un cadeau dont ni elle ni moi n'ont mesuré la valeur à ce moment-là. C'est qu'en fait, son premier invité, c'est celui que moi j'appelle le pape de la formation dans mon domaine, qui est un monsieur qui a ouvert la voie il y a 30 ans. Donc je commence à la voir et après il se passe un peu un tu sais, une sorte d'effet de halo et Boule de biais neige, d'association. ouais. C'est qu'on m'écoute avec ce monsieur et d'autres derrière et dans la tête, Maxime, il est au niveau de ces gens-là. Mmh. C'est toi qui prends le leadership Exactement, immédiatement de la part de tous tes invités. ouais. C'est immédiat. Ça, c'est fou et ça, c'est fou parce qu'avant, on pouvait ne pas me prendre au sérieux, j'étais un énième consultant formateur, qui voulait se lancer et là, d'un coup, on m'entend à côté de un tel et un tel et donc bah, j'ai de la valeur et il faut à minima m'écouter. À l'époque, pour la chronologie toujours, je suis pas meilleur ouvrier de France, je suis juste un chef de réception au chômage comme beaucoup d'autres, en fait. Et ce truc-là, m'a permis vraiment de passer des paliers et puis dans les invités, il y en a avec qui j'ai très bien connecté, Mmh. qui m'ont derrière amené d'autres opportunités et ce fameux effet boule de neige où tu vois 1 + 1 = 3 et tu avances de plus en plus vite, de plus en plus fort. Ce 1er, sponsor ou partenariat, c'est au bout de combien d'épisodes du coup? Une 20, 5 épisodes. 5 Au épisodes. 5e épisode, c'est fou, hein? Retenez bien, hein, Ouais, 5e 5e. épisode. Au 5e épisode, j'ai mon sponsor. Donc ça fait pas 3 mois que tu as lancé ton podcast. Exactement, ouais et voilà, donc j'ai connecté le reste de mon réseau, dans mon pour l'utiliser dans mon podcast. Cette personne qui m'a fait confiance et qui a voulu rendre, à l'entrepreneur que je devenais, ce qu'elle avait eu aussi en tant qu'entrepreneur, 10 ou 15 ans avant et ça m'a permis, voilà, de vraiment d'avancer et une fois par mois, j'avais un super invité et les autres, c'était bien, mais après, c'est plus facile d'aller contacter des invités en Ah disant: oui. «J'ai eu un tel, j'ai eu un Mmh. tel» et surtout dans un milieu hôtelier, assez fermé, heu, les gens veulent vite se faire mousser en se disant: «Bah, attends, il a eu un tel donc moi, c'est chouette s'il m'a» alors que 2 mois avant, on me parlait pas Mmh. et on me répondait pas à mes messages et évidemment, aujourd'hui, avec le recul, j'ai l'impression que c'est allé vite, que je peux t'assurer que quand j'y étais, je trouvais ça très, très lent. C'est jamais assez vite. C'est jamais assez vite. Mmh. Où, bah, il s'est passé, presque une année comme ça et puis ensuite, ça s'est terminé avec, ce sponsor-là, hem, en bons termes. Mais finalement, moi, j'avais déjà tellement capitalisé que j'ai pu avancer Mmh. et aller chercher un deuxième sponsor, puis un troisième, puis un quatrième, et cetera et à chaque fois, le budget montait. C'est-à-dire Mmh. que moi, je facturais de plus en plus les sponsorings parce qu'il y avait plus d'écoutes, mais c'est pas tant les écoutes qui marquent C'est quand le on f niveau, c'est le là, le niveau de qualité. ouais. Je me suis jamais valorisé par rapport à mon nombre d'écoutes, déjà parce qu'il est faible et il faut se rappeler qu'on est dans une niche B2B, Mmh. que moi, ceux qui m'écoutent sont des spécialistes ou en tout cas des passionnés d'hospitalité et spécifiquement d'excellence de service et Par donc les contre, sponsors qui viennent se mettre là, ça vaut de l'or de pouvoir parler directement à eux. ils viennent toucher exactement des gens qui cherchent ces contenus-là. Ça, je l'ai compris assez vite. Hem, la difficulté, voilà, c'est de trouver des sponsors qui sont prêts à mettre un capital et en fait, c'est amusant, mais mes sponsors de première heure, à l'exception de ce tout premier, mais qui m'a quand même apporté une dizaine d'invités, donc moi je peux pas dire que la relation a pas duré. Tous les autres sont encore des partenaires aujourd'hui. Mmh. On fait d'autres actions business
ensemble. Soit ils sont venus en tant qu'invités sur mon podcast, soit je leur ai fait de l'apport d'affaires, sur d'autres lignes de chiffre d'affaires, où on a collaboré sur des actions et c'est un truc assez fort dans l'influence B2B, puisque maintenant et c'est tout nouveau chez moi, j'arrive à assumer et tu en es probablement, un des éléments moteurs que je fais aussi de l'influence B2B et que ça va plus loin que le podcast. Et bien, en fait, je comprends que l'influence B2B, contrairement probablement à l'influence B2C, elle est beaucoup plus long terme. Mmh. On a moins de partenaires, mais j'ai des partenaires très long Plus terme, durable, plus durables. Des gens qui travaillent avec moi plus pendant engagé. 2, 3, 5 ans parce qu'en fait, leurs valeurs et les miennes sont extrêmement alignées et c'est super agréable. Juste avant de comprendre et d'accélérer le temps et de faire un zoom sur aujourd'hui comment, c'est organisé, quel a été le plus dur? Quelles ont été les plus grandes difficultés au début? Tenir la cadence, donc tenir ce rythme-là quand mon activité après a commencé à prendre. Quand je suis redevenu salarié et que l'hôtel dans lequel j'étais a rouvert, en fait, il a fallu faire ça, donc rouvrir l'hôtel. En parallèle de mon activité entrepreneuriale de formation, conseil qui commençait tout doucement à se développer, donc la production de podcasts, les posts réseaux sociaux. Je commençais à donner des cours en école hôtelière. OK. Donc en fait, ça me demandait, surtout à cette époque, énormément de préparation puisque j'avais pas les ressources, j'avais pas les Mmh. documents. Aujourd'hui, je les ai, ça va vite, mais ça m'a pris des mois et des mois de travail pour produire 15 heures de cours. Moi, j'avais fait le calcul, 1 heure de cours était à égal à 4 heures de production. Donc tu vois, c'est tout de suite, tu passes. Heureusement que là aussi, il y a eu un axe durable Ah bah qui a oui, il y a été un mis en place. amortissement sur les années et aujourd'hui, ça devient rentable. À l'époque, ça l'était pas. Pendant combien de temps du coup tu es slasher, salarié, podcasteur, L'hôtel dans lequel je travaille, rouvre en septembre 2021 et je négocie avec eux. Je fais la réouverture le temps qu'il vous faut, donc on valide septembre-octobre. En échange, on signe une rupture, ce qui moi me permet de déjà j'avais déménagé à Bordeaux alors que l'hôtel était à Paris, donc j'avais plus d'appartement, Oui, j'avais plus rien, donc absolument aucune raison de rester. Mais ce qui m'a permis de les aider de partir en bonne conscience, et d'obtenir une rupture conventionnelle et là, on va pas cracher dans la soupe, on a quand même de la chance en France. oui, Moi, sans ça, aujourd'hui, je il y suis avait pas sûr que je rien, serais encore entrepreneur. bien sûr. J'ai eu 2 ans de chômage en plus d'un chômage partiel. Ça m'a permis de tester des choses, Mmh. dont le podcast. Probablement que le podcast se serait essoufflé comme beaucoup de podcasteurs d'ailleurs, il y a, 3-4 ans, faute de ressources et parce qu'il fallait que je me concentre sur ce qui me ramenait de l'argent à l'instant T. Mmh. Donc voilà, je cumulais, le métier de formateur, le métier de prof, le métier de podcasteur et le métier d'hôtelier en même temps. Donc novembre 2021, tu Stop, es libre comme l'air. je suis libre comme l'air. Qu'est-ce que J'emménage, tu fais? pleinement, à Tu Bordeaux en tant que tu société. accélères, tu as plus de temps, tu t'organises, différemment? Comment c Alors déjà, d'un point de vue juridique, je me transforme, Oui. d'auto-entrepreneur à société. Alors ça paraît un détail, mais en fait, moi, dans ma tête, je peux plus me cacher Mmh. et ça change aussi ma communication sur les réseaux. Où jusqu'à maintenant, sur LinkedIn notamment, j'osais pas trop Mmh. parce que Oui, j'étais un mais chômage partiel et moi, j'étais formé très ah oui, corporate, code de l'entreprise, on parle pas en son nom et donc je commence à assumer que je suis un Maxime Blo, 2 Hospitality Insiders et non pas l'hôtel X ou l'hôtel Y. Donc je parle en mon nom et celui de ma boîte. Donc ça change personal branding et je enclenché. comprends à ce moment-là l'importance du personal branding et ensuite je vais mettre énormément d'efforts Mmh. dans cette construction-là. J'ai en effet toujours du temps pour construire. Je garde cette régularité, d'épisodes et je me structure autour de ça. Donc ce qui avant me prenait 15 heures, me prend plus que 10, puis 5. Puis je fais appel à quelqu'un juste pour la partie pure technique montage, parce que je vois que j'ai pas de valeur ajoutée, mais je garde la diffusion, je garde la communication. Et on avance toute l'année comme ça 2022, puis 2023 et je commence, en parallèle, j'ai des missions de conseil, des missions de formation. Je continue de donner des cours, Petit concours petits concours, 2023. 2023, merci Pro de heureusement que tu es là. petite préparation au MOF. Quand même. En effet, 2023, ouais, non, mais tu fais bien de le rappeler, c'est important. L'anecdote est quand même drôle, c'est que tu vois, ça commence on me recontacte en décembre 2022, en me disant, «Coucou, vous vous étiez inscrit au concours Un des meilleurs ouvriers de France en 2020». Je me suis inscrit en Ah mars oui, 2020, Covid, hein. ah ouais, bon, En me disant: «Ça va pas durer ce truc-là, là, ce virus corona, je sais pas quoi, on sait pas trop ce que c'est, dans 3 semaines, c'est une bonne réglé». grippe. Ouais, On a 2 été ans et nombreux quelques à le ouais, penser. 2 ans et quelques d'oubli.
je reçois cet email: «Si vous êtes intéressé, merci de vous signaler». Ben, bien sûr que je suis intéressé, j'ai quand même pas, payé pour ça et puis quitte à m'être inscrit, autant y aller. En revanche, les qualifs auront lieu dans, 5 semaines, janvier 2023. OK. Un peu short. Un peu short, surtout que moi, à ce moment-là, je commençais à avoir des missions. Donc j'ai des clients et clairement, je n'ai pas le temps de préparer ces qualifs. J'y suis allé, alors certains diraient au talent, ça à la fois ça fait très, heu, pris avec beaucoup de hauteur et en même temps un peu prétentieux. Disons que j'y suis allé avec, mes 15 années d'expérience, Quand mais je même. n'ai pas préparé spécifiquement cette épreuve-là qui, dans tous les cas, avait pour but de séparer ceux qui venaient avec des vraies compétences pour aller au niveau de dessus, de ceux qui venaient un peu comme ça en touriste, comme on dirait, Est-ce les que doigts dans le les nez. 2 années d'animation du podcast ont mis quelques petites graines supplémentaires dans ta préparation? Oui, mais pas que. OK. C'est-à-dire que et peut-être je vais parler d'abord de la finale et faire le lien. OK. Je suis qualifié, on est je crois 7 finalistes et autant la première partie était franchement facile dans le sens que encore une fois, ce qui moi m'a permis d'accéder à ça, c'est pas, 5 semaines de préparation, de non préparation, mais sont 15 ans d'expérience dans l'hôtellerie-restauration. En revanche, la finale, tu as ce qu'on appelle un chef-d'œuvre à préparer dans tous les référentiels de meilleurs ouvriers de France. Dans le mien, qui est la classe réceptionniste en hôtellerie, j'ai eu un très gros travail à faire sur la RSE et le parcours collaborateur. Je rentre pas dans la technicité, mais on peut imaginer qu'un meilleur ouvrier de France, cuisinier ou pâtissier, il ait une œuvre, physique à faire. C'est beaucoup plus difficile à imaginer, Impalpable. impalpable, intangible quand c'est, des métiers de l'accueil Mmh. et le travail que j'ai rendu, a été largement influencé par mes 2 années, voire 3 années d'entrepreneuriat et ce qui a fait que moi j'ai eu le titre et personne d'autre, puisqu'il faut savoir que c'est un examen et non pas un concours. Donc on aurait pu être 3-4 à Oui, obtenir c'est le vrai. titre. Tout à l'heure, j'ai dit concours, mais bon. Mais tout le monde l'appelle Ouais. le concours, MOF. En fait, c'est l'examen un des meilleurs ouvriers de France et je suis le seul à l'obtenir en 2023 dans ma classe, puisque tous les autres profils sont des réceptionnistes, enfin des chefs de réception, directeurs hébergement, des personnes qui ne viennent pas de l'entrepreneuriat. Et moi, je suis convaincu que un, mon expérience d'entrepreneur et de podcast et 2, en plus la passion que j'ai prise pour des sujets RSE, pendant ces Mmh. années-là, m'a permis À participer de, grandement. bah, oui, de Mmh. créer quelque chose, qui répondait pleinement aux attentes des jurés. Et comme ça, on s'avance un peu dans le futur, le produit que j'ai proposé, le chef-d'œuvre que j'ai proposé aux jurés ressemble très fortement à ce qui est aujourd'hui un des piliers de mon activité, qui est mon académie de formation en ligne. Donc c'est assez amusant de voir comme, chaque action, tu vas être une pièce du puzzle ou une brique du mur, tu l'appelles comme tu veux, qui permet tu sais pas forcément à quoi, à ce moment-là, tu sais pas à quoi cette pièce de puzzle elle sert, mais tu la poses et tu sais qu'à un moment elle va connecter à autre chose. Et ça, c'est quand même hyper fort avec l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, été 2025, Mmh. fais-nous un petit tour d'horizon de Hospitality Insiders avec tous ses pôles et toute son organisation, telle qu'elle est aujourd'hui. Allez, hem, c'est assez récent que je présente l'entreprise comme ça. Toi, tu as l'impression que ça fait 1000 ans comme moi, Ah, ça fait mais 18 mois. Mais en effet, déjà pour revenir sur, il y a 18 mois, donc j'ai continué de me structurer. Je me suis fait accompagner notamment par toi et je pense que tu voudras reparler de notre accompagnement. Mais c'est vrai que pour moi, 2024, c'était un vrai tournant parce que tu arrives, donc je peux déléguer non seulement la production, mais aussi un peu de la charge mentale que je peux enfin partager. Et ça, c'est quand même essentiel quand on est entrepreneur parce que je peux me concentrer sur les autres pôles, je vais les Et je pré et je crois qu'il y a eu 2 décisions à cet instant qui amènent tout ce pôle. alors, je sais pas de quoi tu vas parler, mais enfin, j'espère qu'on parle de la même chose. Il y a passer à un épisode par semaine, Oui, première chose, et 2 passer à la vidéo. oui. On est raccord? On est raccord entièrement. On est complètement raccord, je l'aurais jamais fait sans toi. Très franchement, la vidéo, j'en faisais un petit peu de temps en temps, mais de temps en temps parce que ponctuellement ça allait bien et là, on se rend compte que c'est la tendance, que YouTube commence à prendre le pas sur le podcast. On se rend compte que, il y a un vrai levier d'acquisition là-dessus. Et donc, au 1er janvier, 2024, on passe à 100 aux épisodes vidéo, même ceux enregistrés à distance. Ce qui va nous permettre de et avoir l'épisode et plein de snacking content, des contenus recyclables, périphériques autour de ça. Vidéo qui me permet d'aller toucher du Instagram, du YouTube Shorts et du LinkedIn vidéo. Donc ça m'a vraiment permis
d'accélérer. Donc clairement, c'est lié au travail qu'on a fait ensemble et donc aujourd'hui, hem, image, moment, présent, 3 pôles principaux sur Hospitality Insiders, un pôle que j'appelle expertise. Dans le pôle expertise, il y a tous mes services qu'on va appeler premium qui en fait sont liés à mon temps facturé. Audit, conseil, formation, coaching, des conférences également et des cours, même si aujourd'hui je commercialise plus les cours parce que j'ai un peu atteint le quota, maximum que je voulais me donner. Mais ça fait partie de ce pôle-là. Donc en fait, ce qu'on paye, c'est mon temps, mon expertise. J'ai ce pôle média, qui est devenu un vrai pôle à part entière avec dedans le cœur du réacteur, c'est le podcast. Un épisode par semaine, on l'a dit, mais chaque épisode permet de créer tous les contenus périphériques, donc environ, si je grossis le trait, 5 épisodes sur chaque réseau social que sont, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, plus un article de blog, plus une campagne de newsletter et tout cet écosystème, tout ce pôle média est, financé grâce à du sponsoring et également des D'autres épisodes offres partenaires, où que je tu as facture les développées. invités, Mmh. des lives sur LinkedIn, d'autres offres et il y en a de nouvelles qui sont en train d'arriver. Ça, c'est quelque chose, il y a 1 an encore, je l'aurais même pas imaginé. Et le troisième pôle, hem, le pôle produit ou pôle académie comme on veut, c'est mon académie de formation en ligne. Ça, c'est mon bébé 2025 qui, est une académie de formation, on le comprend, avec aujourd'hui une formation principale en ligne que je vends notamment aux hôteliers, donc en B2B. C'est un bébé 2024. C'est un bébé 2024, mais qui est né en 2025. On va dire que la grossesse était 2024, Ouais. l'accouchement a eu lieu, Noël 2025. Donc c'est encore un nouveau-né, mais le nouveau-né, il grandit assez vite, puisqu'il y a une formation et une communauté. Donc l'ambition assez claire, c'est d'aller chercher, enfin de réunir en tout cas une communauté francophone autour de l'hospitalité, puisqu'aujourd'hui c'est quelque chose qui n'existe pas, pour partager de l'expertise, pas seulement la mienne, mais celle de plein d'experts et s'enrichir de la communauté. Voilà, créer un espace où on va pouvoir se former en continu et bien sûr derrière il y aura d'autres formations animées par moi ou par d'autres. Il y a plein de chemins des possibles. Plein de Voilà, possibilités. j'ai pas Mmh. encore défini, mais ce que je sais, c'est que ça, c'est vraiment mon levier de croissance pour les années à venir et que ce pôle-là, il va continuer de s'étoffer, mais qu'il y aura toujours un peu l'académie au centre de ce pôle produit dans, les années à venir. La communauté pour l'académie est en route, est en marche. Il y a une communauté des invités Oui, qui, elle, est bien présente. Est-ce que tu oui, peux nous parler un petit peu de ces coulisses-là? oui. Alors tu fais bien de parler de coulisses parce qu'il y a que toi, qui est au courant et mes invités évidemment. C'est pas du tout quelque chose sur lequel je communique, mais un petit peu par envie de réunir et parce que je voulais tester quelque chose. L'année dernière, je me dis: «Attends, je commence à avoir un peu plus de 80 invités sur le podcast». J'ai tous leurs coordonnées, j'ai À date, juste pour situer, aujourd'hui, c'est le 137e épisode qui a été diffusé. 137e ce matin, en effet, dont plus d'une centaine d'épisodes interview, donc avec, des invités. Mmh. Les autres sont des solos et donc je fais le bilan, je me dis: «Bon, il y a quand même tous ces personnes-là, du même secteur», secteur, enfin, hospitalité, hein, très largement, pas que l'hôtellerie. Ce serait quand même sympa de pouvoir les connecter et de pouvoir échanger avec eux. Et donc je crée une communauté WhatsApp et un groupe WhatsApp exclusif des invités et j'envoie à tout le monde. Et là aujourd'hui, on doit être à peu près 80 membres actifs, à l'intérieur avec, bah, mes actualités internes, on parle des sorties d'épisodes et d'autres conversations, on se rend des services et cetera. J'ai cru que tu allais dire avec tout le gratin de l'hôtellerie française. Ah, pas encore, pas Il encore. y a Un jour j'espère. il y a quand même, quelques beaux, très bels, établissements. Bien sûr, Heu, des profils qui des sont profils, oui. alors qui sont liés par la passion. Mmh, mmh. Et il y a pas que de l'hôtellerie, tu vois? On Ils sont peut avoir un engagés. fournisseur, d'eau, filtrée, je Oui. pense à des marques comme Castali. On peut avoir, Thibaut qui est passé sur, À vous les studios puisqu'il a son podcast, Thibaut Lamarque avec son La podcast La Relève. Relève, absolument. Aussi bien, des personnes qui font du marketing, pas que dans l'hôtellerie, des, animateurs d'icebreaker, donc de team building pour les équipes. Donc énormément de choses différentes, énormément de voix, toutes un petit peu liées par l'hospitalité et l'excellence de service. Ça, c'est vraiment mon fil rouge et ces personnes connectent au début par un groupe WhatsApp, Mmh.
et ensuite par des événements, puisque j'ai commencé, pareil sur un coup de tête en testant un dîner des invités que je voulais limiter à une dizaine de personnes. Dans les 30 minutes, les 10 places sont tombées. Et Je tu me aurais suis pu dit faire 15. et j'aurais pu faire 15, ça partait Mmh. et je me suis dit: «Bon là, on tient quelque chose» et la qualité des échanges, des moments qui sont créés avec les invités, N'a aucune valeur. c'est impossible enfin, j'aurais jamais pu imaginer et créer ça volontairement. Mmh. Et en fait, ça s'est fait autour de cette passion et beaucoup de bienveillance aussi. Donc évidemment, moi, je suis un peu le connecteur dans le Ah, il y sens, a il y a le point commun, l'hôtellerie, ouais, oui, et il y a un autre point commun, c'est toi et l'expérience que tu fais vivre aux invités dans le podcast. complètement. Mais après, ce qui est génial, c'est que c'est eux, entre eux et Mmh. ils ont plus besoin de moi et d'ailleurs, il y en a qui s'écrivent entre eux, qui se Bien donnent des sûr, rendez-vous entre eux, et des coups de main. Je c'est suis pas au génial. courant. Mmh. Moi, ça me va très bien. C'est la force, je pense, d'une communauté, c'est quand elle commence à vivre sans, l'organisateur de cette communauté. Là, on peut dire que c'est une vraie communauté. Autrement, c'est un groupement, autour d'un pôle d'activité. Mais la communauté, ça doit être autonome. Donc il y a une invitation, un événement à peu près par trimestre C'est pour ça. l'instant. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire quelque chose que j'étais capable de tenir. Je fais un dîner ou événement équivalent à un dîner par trimestre. On marque les saisons comme ça, voilà, automne, été, et compagnie, à chaque fois dans des lieux Mmh. différents, soit des lieux de mes invités ou pas, mais on essaye toujours de faire quelque chose qui soit novateur et très qualitatif dans le format. Donc je dis pas qu'il y aura pas un jour, tous mes invités réunis, mais moi ce que j'aime, c'est les échanges un peu plus Hem, limité en nombre de personnes. Je veux pouvoir parler avec chaque Oui, personne autour de la table et je trouve que, bon, quand tu es 3 heures à une table, plus de 15, c'est quand même difficile à tenir. oui, c'est certain, et donc on comprend qu'avec ces invités-là, donc tu cherches à, heu, entretenir ce lien, entretenir ces moments qui ont été enregistrés, par un petit peu tous les moyens. Dès que tu es sur un salon, tu en rencontres, Oui, certains aussi, certains, certaines. Tu essayes vraiment de capitaliser, sur les invités. Au début, c'était ça le et c'est un petit peu ce que j'avais fait aussi sur Aventure Humaine. J'étais au final plus proche et plus connecté aux invités. Comme je les rencontrais, j'en avais un peu plus conscience qu'effectivement cette audience qui nous écoute, qui n'est pas très palpable, on n'a pas les 06, on peut pas les appeler, on peut pas les rencontrer aussi facilement. Donc tu t'es vraiment appuyé dessus et c'est en les écoutant, en les rencontrant plusieurs fois, que tu as créé aussi d'autres produits autour du média. complètement et c'est important, hein, ce que tu dis autour des invités. C'est vrai que, heu, pour moi, l'audience, elle est principalement passive, même avoir des avis sur Apple Podcasts ou Spotify, Mmh, c'est difficile. Les invités, tu leur parles, tu les touches quand tu les rencontres, mmh, tu as leur 06 et moi je leur fais des vocaux à des personnes qui, il y a 2 ans, j'aurais même pas imaginé pouvoir les approcher mmh. et on se parle comme des copains parce qu'en fait, quand, quelqu'un s'est livré à toi pendant 2 heures, bah, ça devient un ami et en plus de ça, on parlait des biais tout à l'heure, il y a un biais de perception, hein. Quelqu'un qui a parlé de soi pendant 2 heures et qui a été écouté a l'impression que l'interlocuteur est génial Bien sûr. et moi, ils me disent: «Ah waouh, c'est Séance superbe». de psy, Ouais, valorisation, et une fois que c'est enregistré: «Ah oui, maintenant, il va falloir que je le partage. Ah oui, alors ça, c'est un petit peu plus dur. mmh, Si tu peux le faire à ma place, c'est bien». complètement. Ouais, les faire repartager derrière, c'est pas toujours, évident et donc voilà, il y a j'ai pu créer ça, ça s'est fait brique après brique encore une fois. C'était pas conscient forcément. Par contre, ces relations-là, ça fait des personnes auxquelles je peux faire appel, qui font appel à moi aussi spontanément, pour d'autres missions. Donc le fameux pôle expertise dont je parlais tout à Mmh. l'heure ou le pôle académie, parce qu'elles sont passées sur mon podcast, hem et en termes d'offres, les pièces du puzzle, cette image, je l'aime vraiment beaucoup parce que moi, quand un hôtelier, j'ai envie de travailler avec lui, quoi de mieux que de lui proposer un épisode que je vais lui offrir, sachant que normalement c'est une offre payante, Il a en une lui disant valeur. que j'ai envie de le mettre en avant parce que je trouve que ce qu'il fait est passionnant et une fois que j'ai pu avoir cet échange avec, il ou elle, de connecter en disant: «Mais au fait, là on vient de parler pendant 2 heures, tu le temps qu'on déjeune, est-ce que tu veux pas, me raconter tes besoins?»
«Ah bah tiens, tu savais que je faisais ça? Ah bah non, je savais pas» et lui parler d'autres choses et soit cette personne elle a pas de besoin et très bien, tant mieux, soit elle en a et peut-être que je vais pouvoir y répondre et dans ce cas, la relation est là et une fois que la confiance est installée, le reste va tellement plus vite. Tu es pas dans ce truc où tu as l'impression de vendre des tapis et de devoir Et si elle n'a négocier. pas besoin actuellement de tes services, elle est potentiellement très facilement connectée Bien sûr, à 3 autres personnes qui en ont besoin. Donc le bouche à oreille est amplifié, complètement. fois 10. Ouais. On a fait un très beau petit tour déjà du avant et après. On reviendra un petit peu plus sur, notre organisation, on va dire, heu, plus précise, Mmh. de la team, de l'équipe Hospitality Insiders. Je te J'aime quand tu dis propose ça. une petite pause, Très bien. un petit questionnaire où tu vas pouvoir, répondre, du tac au tac. Tu préfères des épisodes solo ou duo? Duo, Est-ce que tu préfères avoir un ou plusieurs formats? plusieurs formats, Hebdomadaire ou mensuel? hebdomadaires. Préfères-tu enregistrer le matin ou le soir? Ou après-midi? Ouais, j'enregistre l'après-midi, mais je préfère le matin. Alors, un petit conseil, si vous enregistrez le matin avec des invités, surtout, surtout, essayez de les booker pour le déjeuner parce que vous allez avoir du off Ouais, ça, c'est trop d'une bien. manière très, C'est très, génial, très tu as raison. incroyable. Audio ou vidéo? Vidéo, Parfait ou brut? plutôt parfait. Des formations professionnelles. Alors, de mon côté, je coupe, très, très peu quand même. Ouais, non, c'est vrai. Donc tu fais un parfait, en version Mais en configuration brute. parce qu'il est bossé quand même beaucoup en amont aussi. Oui. Les micros sans fil ou XLR? Sans fil, enfin USB si possible. En présentiel ou à distance? En présentiel, autant que possible. Sponsor ou indépendance? Sponsor pour pouvoir se développer. Équipe ou solo? Équipe, c'est toujours plus marrant, hein. Et petite question bonus, si tu avais un podcast aujourd'hui sous-coté à partager, Oh, lequel serait-ce? spontanément, j'ai Young, Wild and Freelance qui me vient, qui est Thomas Thomas, Burbidge, ouais. solopreneur, très alors indépendant, comme il dit punk quoi, Mmh, et c'est très loin de ce que je fais et j'aime bien ce contraste-là et je trouve qu'il assume énormément, il est très proche de ses valeurs, il est presque politique parfois et il va toucher des choses, engagées mmh. et il assume. Et il arrive autour de ça à développer son business, moi je suis assez admiratif de ça. J'aime beaucoup Thomas, je l'ai pas encore reçu, mais l'invitation va partir, prochainement, et il a reçu dernièrement David Moussebois, 2e épisode d'Aventure humaine. Je fais un petit lien, un petit clin d'œil à David, expert en pédagogie et en design, pédagogique pardon, heu, belge. Voilà, Excellent. et Ça j'irai notre écouter. un grand ami un peu ours, mais Parfait. il a un bon branding aussi. Ouais. Alors si on zoome un petit peu plus sur l'équipe, je parle d'équipe parce qu'effectivement, au moment où on a commencé à collaborer ensemble, heu, alors ça faisait déjà quelques temps qu'on avait échangé un Mmh. petit peu de près de loin. En tout cas, moi j'écoutais Hospitality Insiders parce que les hôteliers qui sont derrière des hôtels, des établissements, sont de formidables entrepreneurs. Ils doivent être sur, tous les fronts, tous les ponts. Mmh. Et moi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, je suis passionné par, ces retours d'expérience. C'est comme ça que je t'avais, Ouais, c'est drôle. découvert très rapidement en 2021-2022, et je t'avais envoyé un petit message comme je fais à peu près, tous les jours quand je découvre des podcasts. Et à cette époque, moi j'étais pas du tout réceptif parce que j'ai pas le budget, que c'était pas du tout le moment pour moi. Mais, je pense que j'avais même pas, parlé de quelque chose, Franchement, je m'en souviens pas du tout, mais je pense que tu étais tête dans le guidon mais aussi. j'étais tête dans le Ouais, guidon, ouais. complètement et j'avais pas des perspectives à 2-3 ans sur le podcast. J'avais déjà perspective de stabiliser le mois suivant. C'était déjà une grande ambition pour C'est moi, normal. avec à cette époque, dans un coin de ma tête, la possibilité de me dire: «Si jamais ça va pas, je reviens au salariat et en une semaine, je retrouve du boulot».
Alors qu'aujourd'hui, j'ai passé un cap où je me dis: «Pour que je revienne au salariat, même un salaire énorme ne suffirait pas». Hem, Non. voilà, ce que j'ai gagné avec l'entrepreneuriat, c'est pas du salaire parce qu'il est plutôt beaucoup plus faible qu'avant. Par contre, c'est une liberté, une créativité, une qualité de vie, qui ça est incomparable. Donc tu m'as contacté à cette période-là et enfin, peut-être ça fait aussi la parenthèse sur, le cycle de vente ou le cycle d'une relation humaine. C'est que il faut souvent, comme là, hein, plusieurs points de contact, Ah plusieurs oui. moments pour qu'on puisse signer et en fait, moi, je pense que si tu avais fait que de me contacter, pendant, 1 mois tout le temps, ça ne serait pas fait. Mais tu as laissé un peu couler, tu as été présent, peut-être peu présent d'ailleurs, tu aurais pu probablement être un peu plus là aussi et peut-être qu'on aurait signé avant, ça on le saura jamais. Mais à la fois, quand j'ai eu un besoin, donc on est, fin, 2023, je me souviens très bien de notre, appel en visio. Moi, je suis chez un client, je crois à Méribel à ce moment-là Oui, et dans une saison chambre d'hôtel, dans oui. une chambre Comme très d'hôtel, souvent comme quand je très t'ai souvent. un petit peu moins, mais Ouais, ouais, ouais et là, heu, on se parle et s'il y avait pas eu ces 2 ans d'historique, je me serais dit j'aurais eu un peu plus peur et ensuite, bon, bah, OK, on lance, on tente et après tu c'est aurais vrai peur de quoi? De me laisser les clés de oui, de beaucoup te de laisser choses? les clés de Ouais, mon business, en fait, tout simplement, que je gérais tout seul depuis le début. C'est-à-dire que j'avais fait appel à des freelances pour, créer un site web, mais c'est une mission donnée avec un livrable à la fin. Derrière, tu ouais. touches plus. Hem, Là, c'est on part sur un accompagnement. Tu me dis on part sur, 3 ou 6 mois, je sais plus et après on fait le point. Mais moi, dans ma tête, c'est si je prends le temps de l'onboarding, de te donner les clés, je veux minimum 1 an pour un retour sur investissement et si possible, je voudrais durer. Je fais appel à quelqu'un parce que j'ai envie de justement d'aller dans la durée et donc alors moi, je suis plutôt comme ça, je prends du temps à la réflexion. Par contre, une fois que la décision est prise, elle est prise et après on fonce et là, c'est clairement ce qui s'est passé, j'avais hésité avant parce que j'étais pas sûr de pouvoir aussi l'assumer financièrement. Mmh. Mais j'avais des sponsors, à ce moment-là, j'avais un business qui était plutôt florissant, donc je me suis dit: «Bon, on peut complètement essayer, il y a rien qui m'engage, on y va» et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble dès 2024. Et du coup, oui, dès le début, c'est vrai qu'il y avait deux décisions. C'était toutes les semaines avec un autre format qui était un petit peu plus récurrent parce que je te partageais le fait que c'est bien d'avoir des invités, mais tu te mets évidemment beaucoup moins en valeur quand tu as les invités, Mmh, alors qu'en mettant un épisode solo tous les 15 jours, là, tu parles que de toi, de ton expertise, de ton activité ouais. et ça montre, ça fait un petit peu plus, l'occasion d'équilibrer, ce média. Ouais, bien sûr et je rappelle encore une fois, hein, moi je viens de l'hôtellerie, on est caché derrière Bien un sûr. comptoir, alors c'est cliché, on n'est pas que derrière un comptoir, mais je veux dire, on est dans l'ombre pour mettre en lumière un client. Tout, même ma voix, était formée et formatée Mmh. à mettre l'autre en avant et là, d'un coup, tu me dis donc, faire un travail journalistique, de mettre en avant un invité, ça m'allait bien. Mais là, tu me dis: «Maxime, il va falloir parler de toi, mettre en avant ton expertise». Waouh! Compliqué pour moi, hem, d'accepter ça et bon, ça c'est un travail que je faisais déjà depuis 2 ans, hein, donc j'avais quand même commencé à changer d'état d'esprit et et en fait, force est de constater, ça c'est toi qui me l'as montré, que par les statistiques, hein, que les épisodes solo fonctionnent autant, voire mieux que les épisodes duo. Hem, donc ça montre l'intérêt de l'audience et en plus, c'est des formats beaucoup plus courts que les interviews, donc beaucoup plus faciles à consommer par toute une tranche de population qui a pas envie de se mettre 45 minutes ou 1 heure d'épisode dans les oreilles. Et ça fait à chaque fois des masterclass en articles, et ça a commencé à te créer, une très belle bibliothèque. À un moment, tu avais été surpris, on avait fait un épisode sur le onboarding. Oui, L'article ouais, avait, pété les scores oui, sur le SEO. Hem, donc ça, c'était, ouais, c'est les 2 décisions qui ont été, aussi, je pense très décisives sur le fait que tu aies vu des résultats. Parce qu'effectivement sur le podcast, moi je suis pas un magicien des écoutes. Je suis, plutôt très à l'aise dans l'alignement et le matching entre activité et podcast. Par contre sur YouTube, je savais qu'avec les vidéos, il y allait avoir j'allais avoir une aide supplémentaire par rapport à
que moi et mes 2 oreilles, il y a l'algorithme. Donc ça, je te l'avais partagé et effectivement, en 18 mois, tu as fait x10 en abonnés Mmh. sur YouTube, avec une petite aide aussi de ta part, qui est que quand ce sont des épisodes, un petit peu, des épisodes partenaires, Oui, tu peux aussi mettre un coup de boost, oui. sur Bah, YouTube. très clairement, quand les épisodes sont payés, moi, j'ai un peu de marge financière, donc je peux mettre un petit budget, dans YouTube, format payant et ça, tout de suite, ça permet de faire décoller et ça fait partie de la stratégie. C'est-à-dire que, je passe une sorte de plafond de verre que j'arrivais pas à dépasser, parce que tu parles d'algorithme, l'algorithme, il est aussi fait pour qu'à un moment, tu comprennes que si tu Il mets faut pas la main à payer, la poche, voilà. bien sûr, Et donc, ça me permet mais de jouer mais ce il est jeu là. que je ne pouvais pas jouer Mmh, avant parce que sinon il fallait que j'aille chercher dans des économies sur d'autres pôles. mmh. Et là, j'ai un budget sur le pôle média que je peux allouer, Et c'est un cercle vertueux puisque les invités qui ont effectivement, quelque chose et à gagner, un intérêt à passer sur, ton podcast regardent, ben, ce qui est visible. Aujourd'hui, c'est invisible quand, on partage un épisode sur Apple Podcasts ou Spotify. Ce qui est visible, c'est YouTube. OK, j'ai une chaîne avec 2 000, 3 000, bientôt 5 000 abonnés. Bah, sur l'hôtellerie, tu es le seul à avoir ça. Et mmh, tu es le seul à développer et avoir cette croissance, ouais, avec des vidéos de, 16 000 vues, 15 000 vues. mmh, Donc tout de suite, effectivement, je savais que YouTube, ça allait, apporter une c'est le cas. traction et aujourd'hui, les partenaires, les sponsors, les invités, l'audience, va pouvoir te dire que tu as un podcast parce qu'ils te regardent sur ta chaîne YouTube. C'est encore une fois, c'est palpable Oui. et les shorts à gogo que l'on peut produire et faire Bah, c'est ça aussi, c'est que amènent derrière, ça permet de découper du beaucoup, short, beaucoup, beaucoup. du reels Mmh. et de toucher d'autres audiences qui m'auraient pas découvertes sinon, qui vont voir ces contenus très courts et qui ensuite vont aller vers les contenus plus longs parce qu'elles ont aimé le court. Présente-nous le reste de l'équipe, puisque je ne suis absolument pas le seul Ouais. maintenant. Alors, sur le pôle média, puisque je les ai bien présentés, toi, tu t'occupes de toute la partie podcast, hein, tu es podcast manager et depuis, on va dire le 1er tiers de l'année, il y a Déborah qui nous a rejoint. Déborah qui est ma community manager, hem, qui est une hôtelière et ça, c'était important pour moi, Oui, qui donc maîtrise parfaitement les codes hôteliers puisqu'on l'aura compris dans mon environnement, la difficulté, voilà, c'est la technicité de ce métier, on est en c'est un peu de l'entre-soi. Donc j'avais pas envie d'avoir une community manager experte, mais qui comprenne pas l'hôtellerie et c'était difficile d'avoir et une experte et de l'hôtellerie et du community management. Déborah a fait une voix similaire à la mienne, par le service des étages dans des 5 étoiles et palaces, donc elle comprenait très bien. Elle en a eu assez, elle a quitté pour, créer sa boîte et moi j'arrive à ce moment-là. Hem, En plus, c'est pas moi qui fais la démarche, c'est elle qui vient vers moi en me disant qu'elle écoutait mon podcast. Je crois qu'elle m'avait déjà écrit des mois avant et là, elle revient en me disant: «Je lance mon activité». Bon, bon timing. Hem, on fait une période de test, ça fonctionne et voilà, Déborah qui rentre dans l'équipe puisqu'en fait, toi, tu faisais quand même un très gros travail et un peu, avec, je ne sais combien de bras, mais et d'oreilles. et d'oreilles. Mais autant la partie production, diffusion est ton expertise, autant la partie communication et notamment sur les réseaux sociaux ne l'est pas. Oui. Et moi, ça me prenait du temps et la tête. Et Déborah, c'est son Et tu expertise étais sur un palier, et j'étais sur un palier, on le voyait. Fin d'année 2024, on le voyait. complètement. Et bon, on pourra parler de process, mais le l'idée, c'est vraiment que Déborah, elle récupère les contenus une fois que toi tu les as produits, donc c'est-à-dire moi j'enregistre, toi tu produis et elle derrière elle diffuse sur les réseaux sociaux les contenus périphériques autres que le podcast. Et ça me permet de passer les paliers comme dont tu parlais, de me libérer une charge mentale et d'aller regagner du temps pour pouvoir me concentrer sur mes autres pôles d'expertise et d'académie dont j'ai parlé. Et reprendre une casquette un peu plus importante de commercial. Et de voire prendre, plus que reprendre d'ailleurs, parce que c'est vrai que je l'avais jamais beaucoup fait Ouais. avant, mais j'ai compris avec la création de l'académie que je devais être à la vente. Pour le coup, la vente, c'est quelque chose que je déléguerai pas, Mmh. parce que je pense que vu ma taille, ça doit être Impossible. incarné par le fondateur. Mes clients hôteliers, ils ont pas envie de voir, Mmh. Gaël, podcast manager qui vient faire de la vente pour Maxime, ça marche pas.
alors qu'ils s'en fichent que ce soit Gaël ou Je te l'ai Maxime qui jamais fasse le proposé, hein. non, c'est vrai. Je Hem, te dis beaucoup de ouais, choses, mais ça je non, te ça propose beaucoup de choses et je dis oui à beaucoup de choses, mais ça non. ça non, en effet, je pense que c'était pas le bon modèle et après, alors j'allais dire plus ponctuellement, mais c'est quand même tous les mois, j'ai d'autres experts qui viennent, m'aider. Il y a Chloé, tu vois, qui vient faire du design Canva. Donc là, pour le coup, c'est moi qui l'ai cherché. Je voulais un besoin spécifique Canva, aussi bien sur mon pôle expertise, mes présentations de formation, que sur mon pôle média où j'avais Mmh. besoin d'avoir des designs parce que ni toi ni moi on sait faire ça. Et voilà, repimper, mettre à jour. Après une fois qu'on Repimper, a des templates, là on peut produire, beaucoup, complètement. mais mettre à jour les templates et les besoins étant ils ont évolué puisque, ben, avec YouTube, avec les shorts, avec, d'autres réseaux sociaux, avec plus de production, il y a plus de besoins et plus de formats et Complètement, besoin de cohérence. complètement. Donc ça c'est, enfin ça m'a vraiment permis de passer à un niveau je trouve de qualité. Mmh. Hem, à un budget limité parce que c'est pas du temps plein, c'est des templates qu'on pourrait réutiliser et derrière c'est Déborah qui va les retravailler. Donc ça permet aussi voilà d'ajuster mes dépenses Oui, là-dessus, les investissements. les investissements clairement. Et puis j'ai quand même Thibaut dont il faut parler qui s'occupe à la fois du pôle média uniquement sur le côté blog, puisque lui c'est mon webmaster, il gère tout ça et aussi maintenant je l'ai mis sur la partie académie, et le site d'académie, il s'occupe vraiment de l'UX web en fait, du parcours du visiteur, hem et donc il pareil, il m'aide beaucoup. Tout ça est centralisé, dans un outil de gestion, J'allais te parler de comment fais-tu pour, que cette équipe qui n'est que qui ne sont nous ne sommes que des indépendants à oui, droite et à gauche. ouais, c'est On important de le dire. on peut, on ne se parle jamais en direct et on ne sait jamais où l'on est, mais le process suit. Comment fais-tu? Bah oui, en fait, non seulement, vous ne vous parlez jamais en direct, mais en plus vous ne vous connaissez pas. C'est-à-dire que je pense que Thibaut, tu ne l'as jamais vu, Jamais. Chloé là non plus Chloé non plus. et que Il y a Déborah, que Déborah où on a fait des normal. visios un peu plus pour synchroniser, puis parce que vos activités avaient besoin On est un peu plus, ouais, vous êtes en beaucoup plus lien. liés au quotidien Elle prend la suite de ce que je de ton fais travail. et Mais inversement. moi, ma vision dès le début, c'est je viens du management, j'ai été habitué à gérer des équipes jusqu'à 30 personnes, dans des hôtels ouverts 24 heures sur 24, avec toutes les contraintes de l'opérationnel et du présentiel. Je veux que mon activité, elle soit non présentielle et non synchrone pour pouvoir, moi, avoir ma liberté et pour que les personnes avec lesquelles je vais travailler, elles aient cette liberté. Donc, j'aime beaucoup, la techno et le digital. J'ai compris que c'était mon levier pour aller chercher cette liberté, cette indépendance. En l'occurrence, j'ai pris Notion et dès le début, quand j'étais solo, j'ai construit mon Notion avec la logique de si je dois onboarder quelqu'un, le faire venir, je peux rapidement lui expliquer. Donc je l'ai fait avec Thibaut et Alice qui m'avaient aidé à l'époque pour, le site web avec l'écriture pour l'une et le design pour l'autre. Je l'ai fait avec toi en 2024 et avec Déborah en 2025 et Chloé et donc en fait, je vous donne accès chacun, les pôles que je présente, en fait, ils s'appellent comme ça aussi dans mon Notion. Mmh. Chacun a accès à son pôle, chacun a accès à une partie. Toi, tu n'as pas accès à l'académie parce qu'en fait, aujourd'hui, tu n'as aucun intérêt à aller à l'académie. Thibaut va avoir accès et à l'académie et au pôle média, mais pas aux mêmes parties que toi. Voilà, c'est Et il y a des exactement ça. lieux sur lesquels vous vous croisez, des lieux, enfin, digitaux en Mmh. l'occurrence et vous allez pouvoir, si besoin, vous poser des questions ou vous partager et surtout j'ai processé, notamment avec des checklists et beaucoup d'automatisation, hein, qu'on se le dise. Il y a un on appuie sur un bouton, il y a une checklist qui sort et chacun a son code couleur et sa notification. Vous savez quand vous devez travailler et ça permet de gagner énormément de temps et moi d'avoir une vision globale sur ce qui est en train de se passer, sans devoir faire des rappels. J'utilise quasiment jamais WhatsApp pour envoyer des messages ou les appels téléphoniques, je n'ai jamais appelé personne de mon équipe en direct. Les seules conversations synchrones, c'est un rendez-vous un mois à l'avance où je vous dis: «Tel jour, on fait un Google Meet» et on a un échange avec un peu un cahier des charges de ce qu'on va se dire et Oui, ce oui, cahier des charges, je vous le un ordre partage du jour, un ordre du jour mmh, et je vous le partage à mmh. l'avance. Vous le voyez sur On peut Notion. aussi te mettre, Tu peux mettre des points. Moi, des ça me points. permet un Mmh. petit peu de cogiter là-dessus, hem et ça, je pense que c'est un moyen d'être ultra productif, efficient et aussi de croître. C'est-à-dire que là, on est, 4-5 en fait, dans mon business en freelance, que demain, si on devient, 8-10, ça marche aussi. Oui. S'il y a quelqu'un ponctuellement, ça fonctionne ou quelqu'un à long terme, ça fonctionne.
et même un stagiaire, un apprenti, il va aller se balader dans Notion, je vais lui donner accès. Il a des vidéos d'instruction par-ci par-là qui lui expliquent comment fonctionne telle ou telle page, donc même s'il a jamais mis les pieds dans Notion, très rapidement, il ou elle va comprendre. Alors «très rapidement» entre guillemets, tu as raison. Si, si, non, non, je pense que très rapidement, il est à l'aise. Heu, ce n'est pas une usine à gaz, Non, le Notion, et c'est un process qui est en amélioration continue. continue, ouais, ouais. On fait à chaque fois évoluer, dès qu'il y a une nouvelle idée qui le nécessite, par exemple, Oui, ou un nouveau projet, qu'on lance, oui et que l'outil, Notion oui, s'améliore aussi. oui, oui, bien sûr. Parce qu'il y a des choses En que 18 là, j'ai mois, il y lancées a il y a 3 mois, qui bien auraient pas sûr, été possibles, l'année dernière parce qu'en fait, tout simplement, bien l'outil sûr. ne le permettait pas. Hem Et moi, ma vision de ma journée de travail, en tant que solopreneur, pas quand je suis chez des clients, c'est je rentre dans Notion le matin et j'en sors le soir Mmh. et je dois pouvoir faire un maximum de choses depuis cet outil sans friction parce que je sais qu'à chaque fois que je le quitte pour aller ouvrir mes mails, faire, ouvrir un réseau social et bien, en fait, je perds du temps, je perds du focus De la et productivité. c'est hyper dur de me reconcentrer et pour donner quelques exemples, quand je clique sur nouvel épisode, on a un calendrier du podcast, toi et moi. Toi, tu sais immédiatement que tel jour, il y aura tel épisode qui va sortir. Il y a la checklist qui sort immédiatement. Moi, j'enregistre. Une fois que c'est enregistré, je mets que ça part en post-production et là, c'est toi qui gères tout, tu es notifié. Tu peux tout cocher et Déborah va récupérer après ce travail-là. Et donc il y a je pense qu'il y a aussi une clarté, d'esprit et d'organisation pour tout le monde parce que tu sais tout le monde peut gérer en fait sa charge Oui. de travail et il y a pas une montée, un pic d'un coup parce qu'en fait, bah, le calendrier il est très clair. Il y a aucune raison qu'à un moment on se retrouve à un pic et s'il devait y avoir plus de choses à ajouter, de tâches, bah, je les mets dans les semaines et les mois à venir. Je vous notifie. Vous pouvez vous organiser en fonction et finalement être tout le monde, Il n'y a que quelques pics de ouais, charge quand je suis mal organisé, quand tu pars en vacances. quand je pars en vacances. Et que je préorganise pas assez parce que tout système a ses Parce que tu limites pars en vacances. Mais tu es parti, et ça, c'est nouveau, hein. tu es bien parti en vacances en 2024? En 2024 et surtout 25, ouais. 2025, je me suis quand même marié, je suis parti en voyage de noces et je prends des vacances L'esprit très libre, je crois. et c'est exceptionnel ça et pour le coup, c'est une vraie réussite et encore une fois grâce à toi et le reste de l'équipe, où je pars en vacances sans stress parce qu'il y a un process, il y a un outil et il y a des équipes fiables qui produisent. Et donc moi, je suis pas à faire du micromanagement. En fait, je fais pas de management. Il y en a aucun, hein. Il Hem y en a aucun. et ça, c'est quand même génial, même si, encore une fois, hein, j'adorais le management, mais il y a plein de limites. Heu, je Ça fait un peu brut dit comme ça, mais moi, je paye des résultats. Je paye une facture et je paye pas un contrat, CDI avec, quelqu'un. Je paye une facture auprès d'un prestataire, en l'occurrence toi, avec une obligation de résultat. Comme moi, mes clients me payent une obligation de résultat. Le «comment», entre guillemets, m'importe peu, même si évidemment il y a, toute la relation humaine, l'empathie autre, mais et ça c'est génial, hem, parce que chacun d'entre nous sait ce qu'il doit faire pour le succès du projet. Cela responsabilise chacun, chacune, Énormément. immédiatement. Mmh, Allez, instantanément. énormément, ouais et bref, tout ça pour dire que je pense qu'on est au début de quelque chose qui va, à mon avis, voilà, continuer de croître. Je sais pas dans quelle direction, je me laisse toutes les possibilités. On me demande souvent si, j'ai envie d'embaucher. Après ce que je t'ai dit, la réponse est plutôt non. Maintenant, peut-être que demain, la boîte est trop grosse ou j'ai un coup de cœur avec quelqu'un, qui a absolument envie de travailler en CDI, pourquoi pas? Ou alors c'est un stagiaire ou un apprenti et j'ai la structure pour pouvoir onboarder et développer cet apprenti, ce qui est aujourd'hui pas le cas, j'avais pas de temps à dégager pour une personne à temps plein. Hem, Pourquoi pas? Toutes les options sont possibles et c'est ça qui est génial. Mmh. Il y a un champ des possibles qui est dingue et je sais pas où sera mon entreprise dans 5 ans, mais je sais qu'elle sera encore là et on aura continué à rajouter des briques. Moi, je suis évidemment, heureux de notre collaboration. Je vais prendre le risque de te poser, quelques questions. Alors je vais commencer par, le côté négatif. Quel est quels sont les inconvénients à travailler avec moi? À travailler avec toi, Et et
et peut-être que c'est un point un petit c'est une double question et à ton avis, qu'est-ce que je devrais améliorer? Peut-être, justement D'accord, ouais. dans ce cas de négativité? Alors, mon point négatif à travailler avec toi et à travailler avec quelqu'un de manière générale, mais toi particulièrement parce que tu gères le cœur de mon écosystème média, c'est la dépendance. Je parlais de liberté, c'est génial d'avoir des freelances, qui puissent travailler sur tel point, d'avoir un process, d'avoir un outil, mais si demain tu as un accident, tu es alité, je te le souhaite pas et je me le souhaite pas non plus, néanmoins, la Touche vie du nous bois. réserve toujours des surprises, eh bien, ça va tout de suite mettre en péril mon activité et je vais devoir immédiatement dégager du temps pour aller compenser autant que je peux, hein, je suis pas sûr de pouvoir tout faire, ce que toi tu faisais ou alors embaucher tout de suite quelqu'un, un petit peu, au coin d'une table, rapidement pour pouvoir, mettre des pansements. À terme, sur la durée, ça pourrait se corriger, mais les premières semaines, voire premiers mois sans toi, Il risque d'y donc avoir de la friction. c'est clairement la dépendance. Hem, Comment est-ce qu'on lutte contre ça? Bah, c'est avoir des process ultra clairs. On parlait de Notion, où moi, c'est fait pour que si quelqu'un demain arrive, bah, en fait, la personne, elle est capable de comprendre et rapidement, de prendre les mains sur la machine. Et de ton côté, comment toi t'améliorer? Je pense, peut-être être encore plus transparent sur ce que tu fais, comment tu le fais et le temps que ça te prend. Parce que moi, j'ai pas du tout de visibilité et quelque part, ça me regarde pas, puisque je fais pas de management. Je m'en fiche puisque le résultat est produit. Mais si moi je savais, tu vois, par exemple, moi je traque tout mon temps. Si je savais le temps que tu passes à faire telle ou telle activité, l'activité qui me concerne, hein, bien sûr, Mmh. tes autres clients, ça m'intéresse beaucoup moins, mais heu, le temps que tu passes à faire ceci pour Hospitality Insiders, peut-être que ça mettrait en lumière d'autres process que je pourrais créer pour toi ou une embauche d'une personne. Bah, j'ai fini par m'apercevoir, enfin, tu me l'avais dit, donc c'était plus facile, mais que la partie communication, réseaux sociaux, c'était pas ton dada. Mmh. Et comme c'est pas ton dada, bah, tu le faisais moins bien et comme c'était pas le mien, je le faisais, moins bien aussi et donc on avait besoin d'une personne. Il y a des choses que je vois que tu fais bien, mais je me rends pas compte du temps que tu passes pour telle ou telle action, tu vois? OK. Donc être plus transparent là-dessus pour qu'on puisse mettre des process ou des personnes et dans les process, typiquement, le virage qu'on est en train de prendre, c'est plus d'automatisation, plus d'IA sur des actions répétitives que tu fais sans valeur ajoutée. Pour que tu puisses te concentrer sur quelque chose qui qu'on n'a pas monétisé dans notre partenariat, mais qui pour moi a une valeur énorme, qui est tout ton conseil, et toute la relation qu'on a bâtie. Puisque bien sûr produire des épisodes c'est sympa, et j'adore que tu fasses ça. Grâce à ça, tu as dû faire, aujourd'hui presque la moitié de mes productions. Je pense que tu as dû faire 60 épisodes sur les 135, pas loin, à mon avis. Plus même, Plus, ouais. On a j'ai fait s attaqué à 60, Tu attaqué à 60, donc tu as fait plus de la 59-60. moitié de mes productions. Au-delà du côté production, il y a le côté stratégie où moi j'étais seul, en fait. Ma propre épouse n'est pas capable de comprendre ce que je fais parce qu'en fait, elle est pas dans mon business au quotidien et pourtant elle est hôtelière, donc elle comprend l'hôtellerie, mais elle comprend pas le soloprenariat et le podcast. Toi, tu comprends tout ça et tu as écouté chaque minute de mes épisodes plusieurs fois, donc tu connais mieux mes invités que moi-même, tu comprends toutes mes problématiques. Ça, pour moi, ça a une valeur énorme, et donc de pouvoir te dégager encore plus de temps pour que tu apportes encore plus là-dessus et d'automatiser tout ce qui est automatisable, ça, je pense que ce serait le prochain palier à passer. OK, donc on est parti du négatif. J'allais te poser qu'est-ce qui est positif? Je pense que tu as déjà un peu partagé. Ouais, complètement. Qu'est-ce que je fais d'ultra stylé avec, fluidité, Mmh. force, et dans quoi je suis excellent? Excuse-moi. Tu excelles puisque je suis sur un podcast d'excellence de service, dans ta fiabilité et ça, enfin, je demande pas de mettre du vernis partout. Mais en fait, c'est enfin, si tu veux, si on prend je demande pas que tu mettes du vernis, sur les angles, sur la table et cetera. Mais je veux que la table, elle soit ultra solide, et qu'on puisse, mettre du poids dessus, la charger et qu'elle tienne tout le temps. Bah, toi, c'est le cas. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, je me pose jamais la question
Même quand le mercredi soir, je vois pas de notif sur le Notion, je me pose jamais la question de: «Est-ce que le jeudi matin à 6 heures l'épisode sera publié?» L'épisode est toujours publié le matin, le jeudi, qui est notre rendez-vous. Ça, pour moi, c'est une valeur, mais de tranquillité d'esprit et de qualité, c'est que tu es fiable, tu es au rendez-vous. Je suis obligé de ne jamais manquer un rendez-vous Mmh. puisque dans l'exécution, effectivement, il y a des contenus qui peuvent être plus bancals que d'autres parce que c'est bourré d'IA ou c'est boosté ou c'est un peu short, un peu mais le rendez-vous, je ne peux pas. La charge mentale que tu n'as plus, je la prends Oui, énorme. et c'est le deal. C'est et ça, c'est énorme. Donc c'est le premier point, je dirais fiabilité et le deuxième, ça va avec ce que je disais tout à l'heure sur le conseil. Tu as ce rôle pour moi de consultant coach, hem, où, tu es dans le top 3, voire la personne qui connaît le mieux mon activité, heu, quasiment aussi bien que moi, hem et donc et en plus, tu as une vision extérieure, donc je peux enfin me confronter à quelqu'un qui soit spontanément va me donner des conseils, soit je vais te dire: «Ah ceci, cela» et je vais faire référence à plein de trucs que j'ai pas besoin de t'expliquer parce qu'en fait, tu les as travaillés puisqu'à un moment ou à un autre, tu as dû traiter un épisode de podcast où tu as été, dans la tâche, l'action que je t'ai partagée et donc c'est quasiment comme si tu étais dans ma tête et autant j'aimerais pas avoir quelqu'un dans ma tête tout le temps, autant, je te le souhaite pas non plus d'ailleurs, autant dans le cadre de notre relation business, je trouve que c'est exceptionnel, et peut-être dernier point, pour donner des qualificatifs, le côté consultant coach, je viens d'en parler. Pour moi, notre relation, elle est pas celle d'un prestataire à un client, Mmh. elle est une relation de partenaire et même d'associé. Pour moi, tu fais partie de mon tu disais ce terme équipe, hein et d'ailleurs dans dans mes outils, tu es tagué comme équipe. Pour moi, tu fais partie de l'équipe et tu es même un associé. C'est que si tu dis, «Ce serait bien qu'on fasse ça pour le business», ça a la même valeur que si moi je le disais et ensuite on verra si c'est actionnable ou pas. Mais comme tu dis souvent d'ailleurs, hein, on va tester. On teste et on voit si ça marche ou pas. Souvent ça marche. Ce En tout cas, on se donne les moyens de Mmh. et on ajuste pour que ça marche. Hem, Vraiment très, très grand merci pour, tout ce que tu viens de partager et j'avais pas de notion, à la première question, justement, sur ce que je pouvais améliorer et je suis content puisque Laura, donc ma conjointe et associée, avec qui on a créé Podcast Mania, pendant un petit moment, n'était pas dans l'opérationnel. Donc là, j'étais effectivement seul et tout seul. Je me cassais une jambe, Ouais, ça allait un petit peu être, la avec de jambe la ça va, mais la friction. main c'est plus compliqué. La main, les oreilles, si je suis sourd demain, ça Ouais. va être compliqué et encore, avec l'IA, pouf. Hem, Laura est capable dans quelques semaines, quelques mois, de me remplacer sur chacun des process. Cool. Donc déjà, on sera 2. J'ai hâte de Il ne de faut déjà donc plus qu'on prenne une seule fois la voiture à 2 voilà, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, il va falloir s'organiser. J'ai hâte de la rencontrer, mais je vous et là rencontrerai et jamais là tous c les 2 en même et temps. là, ça ira. Hem, Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous partager ta vision du podcasting, de la création de contenu pour les prochaines années et j'espère que ça ira avec la vision que tu as évidemment de d'Hospitality Insiders. Est-ce que tu peux nous Ma vision de mon activité ou du podcasting du généralement? podcasting général, de la création Waouh, de contenu par rapport à une activité waouh. pro? OK. Dans quelle Hem, direction on va? dur. Autant je suis très à l'aise avec mes sujets d'expertise, autant dès que ça en sort, je marche sur des œufs. Pour autant, je suis très attentif à ce qui se passe et j'écoute beaucoup de créateurs de contenu. Donc, je pense que la creator economy, hein, pas que le podcast, hem, va continuer de croître, mais de manière formidable, dans le sens en volume, en présence et que ça va devenir de plus en plus un incontournable, notamment dans le B2B. Mmh. Hem, que d'avoir de la création de contenu, podcast ou pas. Alors évidemment, je prêche pour ma paroisse, le podcast, c'est quand même sympa, mais ça peut être d'autres, contenus, va devenir un incontournable pour les entreprises qui veulent séduire des clients et notamment quand ces clients sont des entreprises. Pour montrer un petit peu ce qu'elles font, hem, pour faire,
et aussi pour se développer, pour avoir des actifs. Je parlais d'actifs tout à Mmh. l'heure, d'avoir des actifs à montrer sur lesquels capitaliser. Ça, je pense que l'influence, va prendre de plus en plus de part, l'influence B2B notamment et dans le bon sens du terme parce que moi l'influence, je suis un complexé de l'influence, hein, je l'ai dit, un peu plus tôt. J'ai eu beaucoup de mal à assumer le côté influenceur, j'ai un peu du mal d'ailleurs encore à le dire. On imagine l'influenceur à Dubaï, qui vend, des jus de bain, vendus à des centaines d'euros. Je pense que l'influenceur d'aujourd'hui en B2B, c'est avant tout un leader d'opinion, un expert de son sujet et qui vient amener justement de l'expertise. En tout cas, moi, c'est la ligne de conduite que je veux avoir, avec si possible beaucoup d'éthique. J'espère en tout cas que ça ira dans cette direction-là. Moi, j'irai dans cette direction-là et j'espère que beaucoup d'autres aussi. Hem et je pense qu'on va continuer de croître avec notamment de l'IA. Il faut être très, très, très vigilant sur ce qui se passe aujourd'hui. On l'a vu en 2 ans, le à quel point c'est exponentiel, ça va encore s'accélérer. Hem, non, je pense pas que l'IA va remplacer l'humain. Je pense par contre que ce sera un humain augmenté et ça l'est déjà avec de l'IA, hein. Preuve en est dans nous, nos process, comme on va plus vite. Ça, c'est génial. Toujours pareil, la ligne, c'est l'éthique de pas dépasser, pour avoir des faux contenus, tu vois? De la fake news, créée 100 à de l'IA, toujours avec ce monitoring, ce contrôle humain derrière. C'est l'avantage d'avoir un podcast où tu es obligé de l'enregistrer avec des humains si tu te cantonnes à l'enregistrer évidemment toi-même, Ouais, mais au quand tu moins vois qu'on est capable aujourd'hui de créer des faux épisodes de podcast oui, mais avec 2 justement, IA qui se c'est parlent. là, si tu ne t'obliges pas à enregistrer toi-même et Ouais. si tu dis: «Ben, j'ai un podcast, mais en fait, c'est pas moi qui l'enregistre», c'est là où ça perd tout. Si le podcast, le principal contenu, du début de la chaîne de production, il est enregistré, il est créé par des humains, au moins tu enlèves quand même, beaucoup de choses, Bien sûr et je pense que, comme tout, hein, on va structurer ça et on va, légiférer aussi autour de ça. Ça commence un petit peu à être le cas, mais pour que, voilà, il y ait de la loi, il y ait de l'encadrement, de la reconnaissance. Créateur de contenu est identifié comme tel, comme humain et non pas comme IA. Quand il utilise de l'IA, il doit le montrer, comme quand il travaille avec des partenaires, il doit le montrer. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça va continuer de croître. Je sais pas jusqu'à où est-ce que ça peut, monter, se développer, que ça va être présent partout et en plus accessible à tous, notamment par de l'IA qui facilite les choses, c'est que tout le monde peut créer. Donc avant, la technique était une limite. Moi, quand je suis arrivé dans le podcast, ça l'était déjà plus beaucoup. mmh. Maintenant 4-5 ans plus tard, ça l'est plus du tout. Donc n'importe quelle personne peut créer du contenu podcast ou autre, grâce aux outils qui sont à disposition. Donc la technicité n'est plus une limite. Presque seule la créativité est la limite et elle peut être décuplée par l'humain plus la machine. Et du coup, dans quel cas faire appel à un podcast manager? Bonne question. Hem, notamment sur ce que je te disais tout à l'heure, je pense la stratégie, le conseil, le coaching. Je pense que là-dessus, c'est vraiment essentiel parce que tout créateur de contenu que nous sommes et notamment au début, on est un peu perdu. Puis quand on se structure, tu le vois bien, je suis plus perdu, mais il y a plein de champs des possibles que je n'imagine pas, que toi tu arrives à imaginer ou en dialoguant, en fait, on les imagine. Donc là-dedans, parce qu'en fait, toi, ce que tu fais aujourd'hui, en production, c'est ce que je te disais, on est en train de mettre des connecteurs IA ou des outils tech qui le font. Probablement que d'ici 2-3 ans, tout le processus, quasiment à 80 sera automatisé. Toi, tu feras les 20 de fameux monitoring, s'assurer que ce contenu, il reflète bien ce qu'on voulait refléter et le reste de ton rôle, en tout cas, on verra si j'ai raison, hein, dans 2-3 ans, le reste de ton rôle sera du conseil, du coaching, être là en disant: «Bah, bon Maxime, maintenant tu vas te bouger un peu les fesses parce que là, en début d'année, je te rappelle que tu avais fixé ça et là, on en est encore loin, il reste ça, ça, ça à faire». M'accompagner et me dire: «Et je t'ai prévu tel truc et tu vas aller, rencontrer telle ou telle personne». Ce rôle-là d'accompagnateur plutôt que de producteur au sens technique du terme. Et c'est très compliqué à valoriser. C'est pour ça que, pour l'instant, je me base sur de l'exécution Mmh, de l'épisode oui, et je saupoudre
parce que c'est ce côté humain, que j'adore Bien sûr. et je préfère travailler comme ça. Donc merci beaucoup pour, ouais, cette vision et ce partage. Dernière question, pour que ta vision de Hospitality Insiders dans 5 ans soit, activée, soit réussie, si tu avais une baguette magique, de quoi tu aurais besoin? De quoi j'aurais besoin? Hem, J'aurais besoin, alors on va pas le dire comme ça, je vais dire beaucoup de techno, mais hem, de pas mal d'automatisation, parce que je pense qu'on a déjà fait beaucoup et derrière l'automatisation, on peut tout et rien mettre, mais je pense notamment à l'académie. L'académie, c'est mon nouveau bébé et comme tout nouveau bébé, il me demande beaucoup Il y a d'énergie au beaucoup. début. Bah, tu Hem, prêt, hein? il me prépare, hem et en fait, petit à p enfin, hem, je pense que, rapidement, enfin, si j'avais une baguette magique pour reprendre ton Mmh? terme, je pourrais mettre tous les process en place, les automatisations pour que quand je crée quelque chose sur Academy, tout de suite ça aille vite, et que ça donne un contenu fini, produit, tu vois? Et que ce qui part de ma tête, très rapidement puisse se transformer en du contenu réel qui existe, pour l'académie et que cette académie-là, bah, elle peut me permettre de toucher tout le monde de l'hospitalité francophone. Je disais avec la communauté notamment, qui soit un lieu pour se rassembler, pour échanger, pour faire monter le niveau de jeu en fait de mon environnement qui est l'hospitalité, hem, améliorer l'attractivité de ce secteur et donner une caisse de résonance entre l'académie et le média à non seulement ce que je fais, mais plus largement ce qu'on fait dans les métiers de l'hospitalité. Un très, très grand merci Maxime. Longue vie à ton podcast et ta société. Ton activité en général, elle est d'utilité publique et j'aime beaucoup, beaucoup, travailler avec toi, collaborer et œuvrer à valoriser toute, cette activité. C'est aussi, un podcast où ce que j'aime, je suis podcast manager de Podcast for Good. Oui. J'aime partager. On fait rarement du divertissement, on fait rarement de la narration, on fait de l'impact Mmh. grâce aux ondes qui sont diffusées, et tu es, un excellent ambassadeur de ces ondes positives. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Gaël, longue vie à mon podcast manager.